Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire organisé par Jefferson Wells pour les conseils et astuces pour votre carrière dans les ressources humaines. Je m'appelle Antoine Donte et je suis business consultant ici chez Jefferson Wells et je serai accompagné du coup de mes deux collègues ici, Charlotte de Berkeek et Aude Bernhardt, tout au long de ce webinaire. Je laisse du coup mes collègues se présenter ici, donc Charlotte et après Aude. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre webinaire consacré aux ressources humaines aujourd'hui. Je travaille chez Jefferson Wells dans le département finance et RH depuis 3 ans presque maintenant en tant que recruteuse. Merci Charlotte, bonjour, bienvenue, ravie de passer cette soirée avec vous. Donc moi c'est Aude Bernhardt et je suis depuis peu Business Manager pour Jefferson Wells Finance et Ressources Humaines. Voilà, merci Charlotte et Aude. Donc moi, comme je dis, c'est Antoine Donte, donc business consultant pour la partie contracting, finance et HR, donc chez Jefferson Wells. Donc ici, avant même qu'on commence et qu'on parcourt le sommaire, je voulais juste préciser que vous avez pu voir quand nous avons une chatbox ici sur le browser. Nous tâcherons de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire pour nous laisser un peu le temps de parcourir un peu tout et nous essaierons de répondre ça au mieux avec Charlotte et Aude. Donc ici, pour commencer le sommaire un peu de ce webinaire, mais avant tout, je vais d'abord parler un peu de Jefferson Wells. Donc, qu'est-ce que Jefferson Wells? Jefferson Wells, donc il faut savoir que c'est une marque du groupe Manpower. Parmi les 4 marques. Avant, nous étions Experis. Donc ici, nous faisons partie de Manpower Group sous le nom de Experis avec donc tout ce qui était IT, Human Resources, Finance, Life Science and HR. Mais récemment, nous avons décidé d'effectuer un rebranding sous la même marque, donc Jefferson Wells, qui reprend donc du coup tous les profils spécialistes au niveau de tout ce qui est Human Resources, Finance, Life Science and Engineering. Comme on peut voir, Experis est toujours là, mais va se spécialiser dans tout ce qui est profil IT. Donc maintenant, au niveau donc du contenu de ce webinaire aujourd'hui, nous allons commencer donc par les différents mots-clés, donc les mots-clés qui sont présents sur votre CV ou qui seront présents du coup sur votre page LinkedIn. Ce sont des mots-clés spécifiques que nous allons ressortir pour le secteur du HR. Charlotte donc du coup va vous parler de ces différents mots-clés qui sont très importants, qui peuvent être mis en avant face à l'employeur. Donc les différentes techniques vraiment propres à ce secteur-ci donc sera vu avec Charlotte. Par la suite, ma collègue Aude vous parlera de la plus-value de travailler avec Jefferson Wells. J'enchaînerai avec les différents types de contrats que nous proposons ici chez Jefferson Wells. Je m'arrêterai aussi sur la consultance, qui est donc une des solutions qui est très importante ici chez Jefferson Wells et en quoi elle vous offre énormément de possibilités, facettes et différentes possibilités au sein de Jefferson Wells. Nous parcourrons par la suite les différents secteurs avec lesquels nous travaillons pour des postes en ressources humaines et finirons avec les différents jobs que nous proposons donc à nos candidats au niveau des secteurs des ressources humaines, les jobs sur lesquels nous avons déjà travaillé et des jobs sur lesquels nous travaillerons actuellement. Donc comme ça, vous aurez une meilleure vision de ce qui est à votre possibilité, ce qu'on peut vous proposer. Donc ici, je laisse ma collègue Charlotte vous parler des différents mots-clés sur un CV. Oui, merci Antoine. Comme le disait Antoine, nous allons donc nous intéresser à présent aux mots-clés intéressants à utiliser sur votre CV. Alors c'est très important car c'est une manière de mettre en avant votre CV qui va permettre au recruteur de facilement le retrouver sur les job boards et qui va aussi lui permettre de voir en un coup d'œil si votre profil correspond au candidat qu'il recherche. Alors, nous avons identifié 2 types de mots-clés au sein du secteur des ressources humaines. Donc, nous avons d'un côté, donc du côté gauche, tous les mots-clés dits techniques, donc qui sont liés aux différents postes qu'on peut retrouver dans les ressources humaines et qui sont on les a divisés en 2 parties, pardon. Donc la partie hard HR, donc comme vous pouvez le voir au-dessus, donc tout payroll par exemple, compensation and benefits, HR officer ou encore HR business partner, et puis toute la partie qui est liée au soft HR, donc par exemple comme le talent management ou le recrutement.
Et alors, d'un autre côté, on a les soft skills. Alors, que sont les soft skills? Ce sont les compétences comportementales indispensables, en fait. Donc, ce sont des compétences, en fait, qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui sont pourtant essentielles à tout métier. Et ici, on en a identifié quelques-unes. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, comme par exemple la communication ou encore être quelqu'un qui apprend vite. Et alors, sur le slide suivant, nous avons donc identifié en fait les 10 soft skills qui sont les plus repris sur les CV en général qu'on peut voir. Donc, par exemple, vous voyez le leadership, le fait d'être flexible, le travail en équipe, et voilà. Ça, vous avez une petite vue là-dessus. Alors, passons au slide suivant. Donc, il est aussi important d'adapter son CV au poste pour lequel on postule. Parce que ça va permettre aussi aux recruteurs, voilà, de plus rapidement identifier les CV qui sont concordants pour le candidat qu'ils recherchent. Alors, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par un poste en payroll, mais n'hésitez pas à ajouter sur votre CV en haut, un petit peu comme un titre, payroll spécialiste. Comme ça, le recruteur verra directement que le CV peut l'intéresser. Et évidemment, décrivez aussi après dans votre CV, dans les expériences que vous avez faites, des tâches qui sont relevantes pour le poste pour lequel vous postulez. Vous mettez ça en évidence. Et alors, évidemment, c'est aussi important de mettre en évidence vos soft skills qui sont importantes pour le job pour lequel vous postulez. Donc, par exemple, vous postulez pour un poste en recrutement. Qu'est-ce qui est important pour un recruteur? C'est la communication et, par exemple, la connaissance de ces langues. Donc, mettez ça bien en avant sur votre CV. Alors, passons au slide suivant. Donc, ici, nous allons parler des lettres de recommandation et des références. Alors, c'est important, en plus du CV, d'avoir une lettre de recommandation. Enfin, c'est toujours mieux, car ça va permettre d'appuyer votre candidature et peut-être de faire accélérer certains processus de recrutement. Donc, ça peut être une lettre de recommandation, par exemple, qui a été réalisée par un ancien maître de stage ou un ancien manager. Ça va mettre en valeur, en plus de vos compétences techniques, aussi votre attitude et votre motivation, qui sont des clés dans un parcours. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très important de constituer un dossier avec le CV, avec une lettre de recommandation en plus. Et alors aussi au niveau des références, donc dans la plupart des cas, les recruteurs ou les employeurs vont prendre des références à votre sujet auprès de vos anciens employeurs. Donc, n'hésitez pas aussi à préparer déjà en avance une ou deux personnes qu'on pourrait contacter pour prendre ces références en question. Alors, ici, nous allons nous attarder à savoir comment rendre un CV attractif. Donc voilà, ce qui est hyper important sur un CV, c'est qu'il soit facile à lire, qu'il donne envie d'être lu et qui contient aussi évidemment toutes les informations nécessaires. Donc à commencer par vos coordonnées, parce que voilà, le but c'est de vous contacter. Donc c'est important qu'on sache bien directement voir votre adresse email, votre numéro de téléphone, idéalement les deux, c'est important. Aussi la ville dans laquelle vous habitez, pour pouvoir situer la région sur laquelle vous serez susceptible d'être intéressé de travailler. Donc ça, c'est très important. Alors aussi, de mettre vos connaissances linguistiques en valeur, qu'elles soient vraiment facilement identifiables. Voilà, c'est hyper important en Belgique. On le sait bien, les employeurs sont très friands de personnes qui parlent plusieurs langues. Et n'hésitez pas aussi à rajouter une manière, enfin votre niveau, on va dire, en utilisant par exemple la norme européenne ABC. Donc ça, c'est important de bien le mentionner. Et puis aussi, rajoutez bien vos soft skills importantes dans une recherche d'emploi. Alors, d'un autre côté, donc ici, on regarde plus sur la partie droite du CV qui est affichée, c'est évidemment de mettre votre expérience en valeur. Ça, c'est très important, ça va de soi. Ce qu'on conseille en général, c'est de partir de l'expérience la plus récente et ainsi de suite, de descendre vers celle qui est la plus ancienne. Alors, mettez bien chaque fois en valeur les titres que vous avez, des postes que vous avez exercés, et n'hésitez pas à décrire aussi en quelques lignes les tâches que vous avez faites. C'est toujours important aussi. Voilà, ça permet au recruteur de se faire une idée en voyant votre CV de si vous correspondez ou pas à la demande en question. Et alors, très important aussi de mettre une ligne de temps. Hein, ça permet aussi de voir comment vous avez enchaîné vos différentes expériences. Et alors aussi, en dessous, n'oubliez pas, de mettre votre parcours scolaire, académique et vos éventuelles certifications. Alors, passons maintenant à LinkedIn. Évidemment, à côté de votre CV, c'est aussi important d'avoir un un profil LinkedIn mis à jour et complet. Ça permet vraiment d'avoir en plus du CV une autre manière de vous présenter. Et les recruteurs vont très souvent y jeter un œil aussi, donc c'est important. Ici, de nouveau,
voilà, décortiquez bien les tâches que vous avez faites. Par exemple, ici sur l'exemple, on voit voilà, chargée de recrutement et développement RH, et en dessous, cette personne a très bien décrit les différentes tâches qu'elle a effectuées, donc c'est facile pour le recruteur directement de voir si cette personne peut correspondre ou non. À côté de ça, elle a très bien aussi décortiqué ses connaissances linguistiques. On voit directement voilà, qu'elle est bilingue français-néerlandais et qu'elle parle bien l'anglais a priori. Alors, autre chose qui est important sur LinkedIn et que je vous recommande d'utiliser, ce sont les recommandations, justement. Alors, c'est important de faire jouer votre réseau. Ça ne coûte rien d'aller demander à un ancien employeur avec qui vous entendez bien, un ancien maître de stage, un ancien collègue, tout simplement, de mettre un commentaire sur votre manière de travailler. Ça permettra de nouveau de mettre en valeur vos connaissances techniques et vos soft skills aussi, votre attitude de travail. Donc, ce sont des choses vraiment intéressantes à utiliser sur LinkedIn. Je passe maintenant la parole à Aude pour nous expliquer la plus-value de Jefferson Wells. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, comme vous avez pu le remarquer, Charlotte a réellement beaucoup parlé de l'importance de la communication et comment on transmet des informations pertinentes aux autres. Donc, elle a vraiment parlé du volet plutôt écrit de la communication par le CV et le profil LinkedIn. Maintenant, je vais vous parler surtout de la plus-value de Jefferson Wells quand on est en candidat, donc ce que vous pouvez attendre de notre part. Donc, pour cela, vous allez pouvoir être suivi par notre équipe qui va vraiment vous prodiguer un service de coaching qualitatif. Et donc, ce qui est très, très important de savoir, c'est que notre équipe est composée de personnes bilingues, voire trilingues, qui pourra, du coup, vraiment vous suivre dans votre langue maternelle. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est la première chose. Ensuite, comme Charlotte l'a bien communiqué, pouvoir parler et communiquer dans plusieurs langues, c'est très, très important. On pourra également vous conseiller et préparer cette communication dans les autres langues importantes des métiers des ressources humaines, et notamment à Bruxelles, qui sont donc le français, le néerlandais et l'anglais. Nous avons aussi pas oublié ce que c'était d'être jeune ou bien de démarrer sa carrière professionnelle. Donc, c'est pour cela que nous tenons compte également aussi d'un feedback constructif, mais lucide, du coup, par rapport au marché de l'emploi. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, en résumé, que avec notre feedback, nos conseils, vous allez vraiment pouvoir vous présenter de la meilleure manière possible et surtout être la meilleure version de vous-même. Car le plus important dans la communication, réellement, c'est de ne pas se desservir. Donc, voilà. Je vais passer au slide suivant. Et je vais laisser la parole à mon collègue Antoine. Merci Aude pour ce slide sur la plus-value de notre société. Donc voilà, moi je vais vous parler maintenant donc des différents types de contrats qui sont disponibles au sein même de Jefferson Wells, qui vous sont proposés. Mais avant cela, je veux juste préciser que tout ce webinaire est donc enregistré et ce webinaire sera donc vous sera envoyé par mail individuellement en fin de semaine. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires si vous avez loupé des informations. Maintenant, pour parler des différents types de contrats que nous proposons ici via Jefferson Wells, principalement, nous avons donc des contrats permanents, donc CDI, CDD. Proposons aussi également la consultance et l'intérim. Donc voilà, je vais commencer par le contrat qu'on va penser donc, du coup, qui est véritablement le plus stable, qui va être le plus stable pour vous en tant que candidat. Voilà, ici Jefferson Wells se positionne comme un intermédiaire entre vous et le client. Donc le client recherche une personne pour un contrat à durée indéterminée. Chez ce client ici, c'est le contrat le plus connu, on va dire, à ce niveau-là. Qu'est-ce que cela vous offre en termes d'avantages si vous commencez donc du coup sur base d'un CDI? C'est avant tout, donc, comme je disais, c'est la stabilité de l'emploi. Vous aurez également donc une meilleure protection contre le licenciement. Et bien sûr, vous aurez une meilleure intégration au sein même de la société, donc de notre client, avec qui vous allez commencer votre métier. La consultance, j'y reviendrai par la suite. Maintenant, je veux plus partir directement sur l'intérim.
Donc ici, cette solution, l'intérim, nous utilisons beaucoup ici chez Jefferson Wells. C'est souvent une solution qui peut poser un peu des problèmes, qui peut faire un peu peur au début pour nos candidats qui donc sont à la recherche d'une première, par exemple, qui sont à la recherche d'un premier job, d'un premier métier. Cependant, elle offre plein de possibilités également. Tout d'abord, la flexibilité, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'employeur que du candidat. Il s'agit donc de l'intérim. Qu'est-ce que ça représente? Ce sont des contrats hebdomadaires. Vous avez des contrats qui sont renouvelés toutes les semaines. Mais cela vous donne aussi une possibilité donc du coup de rentrer de commencer une première mission en intérim, de découvrir un métier, de voir si cela vous plaît et de voir si vous voulez continuer. Parce que souvent et dans la plupart des cas, nos contrats d'intérim sont prolongés donnent sur des contrats CDI. Ça, c'est la plupart des cas avec nos clients. Donc ici, comme je disais, vous avez cette flexibilité. Si cela ne vous plaît pas, voilà, vous pouvez vous défaire facilement de ce contrat, aussi bien pour le client que pour vous-même. Maintenant, au niveau de tout ce qui est plus les défauts, les inconvénients, ce sont par exemple sur un contrat d'intérim, vous n'aurez pas autant d'avantages extra-légaux qui sont présents par exemple sur un contrat CDI. Il n'y a pas les primes de fin d'année ne seront pas comptées au niveau de votre calcul salarial. Vous n'avez pas également l'ancienneté n'est pas calculée également. Et comme je disais, il y a aussi le licenciement est beaucoup plus simple pour l'employeur à ce niveau-là. Maintenant, pour parler de la consultance. Donc, pourquoi je vais m'attarder sur la consultance? La consultance, on va dire que c'est vraiment une possibilité pour vous de vous spécialiser, c'est-à-dire nous travaillons avec de la consultance avec nos clients sur différents projets. Ces projets-ci, donc, il faut savoir que ils vous offrent la possibilité de vous spécialiser dans tel ou tel outil ou tel spécifique au niveau du secteur HR. Ici, il faut bien savoir que la consultance, vous partez sur un contrat CDI, donc avec notre société. Donc, il y a encore cette protection au niveau de l'emploi. Une fois que vous commencez votre mission chez le client, bien évidemment. Donc, comme je disais, pour revenir sur les avantages, c'est vraiment donc la possibilité de varier les tâches que vous faites, de pas tomber dans une espèce de routine au niveau de votre travail, de découvrir de nouveaux secteurs, de découvrir de nouvelles sociétés, de pouvoir de pouvoir faire partie de différentes aussi, comme je disais. Donc c'est une possibilité pour des gens qui cherchent cette flexibilité de découvrir plusieurs choses sur une période d'1 an par exemple. Nos contrats commencent généralement sur une période de 6 mois, peuvent étendre jusqu'à 1 à 2 ans. Maintenant, le gros défaut, on va dire le défaut de la consultance reste que se passe-t-il si à la fin de votre mission, vous n'avez pas de nouvelle mission? Donc, on appelle cette circonstance l'intermission. Vous êtes en intermission. Mais ici, il ne faut pas oublier que Jefferson Wells, vous avez un manager qui s'occupera de vous tout au long de votre mission et qui veillera à vous retrouver une nouvelle mission de manière proactive pour que vous ne vous retrouvez pas dans une situation d'intermission. Maintenant, les situations d'intermission peuvent aussi donner lieu à des formations. Mais donc, je vais en parler un peu plus tard sur le slide suivant. Donc ici, la consultance, comme je disais, c'est un monde plein de possibilités. Ici, donc comme je vous dis, vous commencez donc vous parcourez, vous faites des différents entretiens, vous êtes sélectionné pour une mission, vous signez un contrat avec notre société, donc un contrat à durée indéterminée. Vous savez quand est-ce que vous allez commencer et la durée de votre mission. Donc ça, c'est les avantages aussi. Comme mes collègues ont pu le dire, notre plus-value, c'est vraiment ce suivi que nous offrons à nos consultants, donc à nos candidats aussi, tout au long du process, qui n'est juste donc à la préparation de votre CV face directement donc au poste, donc à la position que le client recherche, donc faire sortir les mots-clés. Également vous aider dans la préparation des entretiens. Ici, vous aurez l'occasion de rencontrer votre manager, c'est-à-dire en l'occurrence le business consultant, votre futur manager chez Jefferson Wells, avec qui vous travaillerez et qui vous suivra tout au long de votre mission. Il vous accompagnera également dans l'entretien avec le manager chez le client et fera un debrief pour savoir quels sont les points à améliorer lors de vos prochains entretiens. Donc, tout ça sera un bon suivi effectué par votre manager chez Jefferson Wells. Bien sûr, voilà, vous êtes sélectionné pour une mission. Vous débutez votre mission avec Jefferson Wells, chez Jefferson Wells. Bien évidemment, ici,
au début de votre mission, nous allons établir, vous aurez des objectifs à bien évidemment atteindre, que nous allons fixer ensemble. Nous allons également fixer un plan de développement afin de justement arriver à ces objectifs, à ces résultats que nous avons fixés. Donc voilà, nous parlons ici des évaluations que nous effectuons au début, au milieu et à la fin de chaque mission, afin donc d'analyser ces objectifs et de travailler sur un plan pour atteindre ces objectifs et ces résultats. Vous aurez également la possibilité de suivre des formations. Nous avons plusieurs partenariats avec des centres de formation qui vous proposent des formations aussi bien au niveau soft skills, donc vous pouvez prendre des cours de langue, vous pouvez prendre aussi des cours, par exemple, en relation avec le time management, mais aussi des formations directes avec le secteur du HR, des formations pour vous développer, si ce n'est au niveau de recrutement, des formations sur du LinkedIn recruteur, sur comment développer ses skills de recruteur, mais aussi bien au niveau plus HR, donc Comp and Bend, payroll, vraiment des formations, un grand panel de formations qui vous seront offerts et proposés. Et tout cela rentrera dans votre plan de développement au niveau de votre mission. Et bien évidemment, après un certain temps, il se peut que le client décide, et vous par vous aussi, vous décidez donc de signer un véritable contrat CDI, un CDI avec le client même. Et donc ça, c'est également envisageable. Donc, comme je disais, pour revenir ça, nous vous offrons donc vraiment un soutien avant, pendant et après. Donc, comme je vous dis, en signant un CDI avec Jefferson Wells, vous faites partie de notre société, vous êtes un employé de Jefferson Wells et du groupe Manpower, et cela tout au long de votre mission, et vous serez considéré comme également un employé donc du coup de chez Jefferson Wells. Ici au niveau, donc comme pour revenir ici sur plus le suivi que vous avez, donc une fois vous commencez votre mission, nous effectuerons une fois, donc vous aurez un contact avec votre manager ici chez Jefferson Wells après le premier mois pour discuter comment votre mission se déroule, quels sont les points d'attention, peut-être qu'est-ce que les choses que vous appréciez, quelque chose que vous appréciez moins bien. Tout ça, c'est un suivi que nous effectuons, que nous appelons le contracteur care. Nous sommes vraiment là pour faire en sorte que votre mission se passe au mieux possible et de corriger si jamais certains éléments ne vont pas. Nous travaillerons également sur ce plan, justement ce plan de développement pour atteindre ces objectifs, donc ces objectifs qui ont été fixés en lien avec votre manager chez le client. Et bien sûr, tous les 6 mois, nous effectuerons donc un rendez-vous que nous appelons un project review. Lors de ce project review, nous allons faire un meeting avec le client pour voir où vous en êtes dans vos objectifs, comment vous vous développez au sein de la mission, peut-être quelles sont les formations que vous devez suivre pour atteindre ces objectifs fixés. Et finalement, pour arriver, 6 mois plus tard, arriver à l'évaluation annuelle. Donc, comme je disais, donc ici, faire partie de Jefferson Wells, donc ce n'est pas juste faire partie, donc travail, on en parle beaucoup, mais ici, faire partie, c'est aussi faire partie des différents événements que nous organisons au sein du groupe. Bien évidemment, le contexte actuel n'est pas le meilleur pour parler d'événements team building, donc regroupés, mais sachez que nous organisons, si ce n'est en 2019, nous organisons énormément d'événements avec nos consultants, si ce n'est des business lunch, du team building, des soirées bowling, toutes des soirées qui sont organisées pour faire en sorte que les consultants se rencontrent, que nous rencontrons les consultants, que nous échangeons sur les différentes expériences de chacun. Nous organisons aussi également un gros événement chaque année. Ici, en 2019, nous avons organisé le HR Run, qui était une course donc, athlétique, du coup, avec différents clients que nous avons invités également. C'était organisé au Coquin-Card près de Waterloo et qui s'est fini du coup vers une soirée. Et donc c'était très, très sympa. Donc voilà, en espérant pouvoir retrouver ces bons moments assez rapidement. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à ma collègue Aude qui donc vous présentera les différents secteurs avec lesquels nous travaillons pour les ressources humaines. Merci beaucoup Antoine. Donc oui, nous travaillons, comme vous pouvez peut-être vous en douter, avec différents secteurs.
et également dans différentes régions. Les grandes régions avec lesquelles nous travaillons et où nous sommes le plus actifs sont Bruxelles, les Brabants. Et nous travaillons également sur des projets ponctuels, plutôt en Wallonie et en Flandre. Rapport aux secteurs d'activité pour lesquels, avec lesquels nous collaborons. Nous collaborons donc avec des secteurs très divers tels que le secteur financier, également le secteur des assurances, tout ce qui est fondation, le secteur automobile, technique, technologique, pharmaceutique. Tout ça pour vous expliquer que nous travaillons en fait avec de très grandes sociétés qui sont composées de différents départements et dont le département des ressources humaines. La plus-value également de travailler avec nous par rapport à ces différents secteurs, c'est que nous avons une excellente relation avec tous nos clients et donc nous connaissons très très bien leur manière de recruter et ce pour leurs futurs nouveaux collaborateurs. Pourquoi je vous parle de cela? Car lorsque nous postulons, par exemple, dans une banque ou bien dans une société liée à l'automobile, on peut également aussi, du coup, adapter notre communication et notre manière de se présenter. Il faut évidemment rester soi-même, hein, comme je l'ai dit, mais la meilleure version de soi-même. Donc, pour cela, il y a également toute une partie de recherche qui se fera en amont pour bien se préparer, pour bien préparer notre communication et notre conversation qu'on aura avec le futur recruteur et puis par après avec le futur hiring manager pour vraiment avoir une communication plus opportune. Et donc voilà, là, on aussi vous apporter cette plus-value car nous connaissons donc très très bien nos clients et leur secteur d'activité et leurs particularités. Donc voilà, je passe au slide suivant. Alors ici, on va réellement parler des différents métiers des ressources humaines. Comme Charlotte en avait déjà un petit peu parlé auparavant, nous avons donc une grande division qui est le Hard HR et le Soft HR. Donc pour ce qui est de cette division, je vais essayer d'être assez claire. Évidemment, c'est nuancé, hein, donc le monde n'est pas noir ou blanc. Donc, on peut avoir des fonctions qui, dans une société, seront du côté du hard et dans une société se trouveront du côté du soft. Donc, pour un petit peu vous planter le décor, le hard HR, c'est tout ce qui est lié notamment au calcul de salaire, au calcul de fonds de pension, et également tout ce qui est avantages extra-légaux. Donc, pour faire assez simple, disons que tout ce qui est hard HR, c'est tout ce qui est lié à la loi et au calcul. Donc, c'est une matière assez complexe, voire très, très complexe, et surtout, c'est une matière qui évolue et qui change tout le temps. Donc, des personnes qui veulent se lancer vers ce type de métier, donc de hard HR, tenez-vous prêts, il faudra être curieux et il faudra toute votre carrière, suivre des formations et vous mettre à la page. Et donc, qui est très, très gai aussi d'ailleurs. Pour tout ce qui est soft HR, nous avons plutôt tout ce qui est les recruteurs, donc les talent acquisition, tout ce qui est également plan de développement. Donc, ça peut être des HR business partners qui vont réellement faire des trajets d'évolution en interne et tout ce qui est outplacement. Donc, c'est plus tout ce qui est lié au contact, la communication et la psychologie. Donc ça, c'est pour la division. Ensuite, nous avons également des métiers qui sont plus dévolus pour des starters ou des juniors et des métiers qu'on ne peut que normalement prétendre ambitionner lorsqu'on a déjà un beau parcours derrière soi. Donc, par exemple, une fonction de junior ou de starter peut être une fonction de talent acquisition, donc un recruteur junior qui va apprendre sous la guidance de quelqu'un de plus confirmé que lui. Ça, c'est pour le côté soft. Et par exemple, pour le côté plutôt hard, ça peut être une fonction d'assistant payroll. Donc, c'est quelqu'un qui va travailler sous la guidance d'un payroll officer qui est déjà plus confirmé et qui va apprendre le métier. Et donc, nous avons évidemment des fonctions plus globales comme HR généraliste. C'est quelqu'un qui aura fait
tant du HR soft que du payroll et qui aura après cette vision hélicoptère. Donc, comme je vous disais, vraiment faire des recherches en amont soi-même et également tout ce qui est formation, ça c'est très, très important. Lorsque vous collaborez avec nous, on pourra également vous parler de différentes formations pertinentes qui pourront faire en sorte que vos compétences vont grandir et s'accroître. Car dans le métier des ressources humaines, ça change très très vite, c'est très fort lié à la législation sociale, au droit d'une part, mais également tout ce qui est mouvement de personnes. Et donc également la communication et puis la psychologie. Donc voilà. Alors, je vais passer au slide suivant, qui est donc tout ce qui est agenda et la suite des webinaires. Et je laisse la parole à Antoine. Merci Aude. Donc voilà, nous allons clôturer ici ce webinaire juste en vous parlant des différents webinaires que nous allons organiser ici, donc la campagne de communication au niveau de Jefferson Wells. Comme vous avez dit, nous faisons partie de la Business Unit en Finance and HR. Et donc voilà, si vous avez intérêt pour tout ce qui est le monde de la finance également, nous aurons une introduction à la finance qui sera organisée donc en néerlandais le 11 mars. Des invitations seraient également envoyées par la suite. Un webinaire également sur Tips and Tricks pour le secteur HR, donc le même webinaire en version néerlandais le 3 mai. Et également une introduction à la finance en français le 27 mai. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention et voilà, nous espérons vous revoir assez rapidement et voilà, pour si un de ces secteurs vous intéresse, une de ces solutions vous intéresse, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à y répondre, à les poser et voilà, nous essayons de répondre au mieux avec nos collègues, avec Charlotte et Aude. Merci. Et juste, on me glisse dans mon oreillette que le webinaire est enregistré et qui sera donc visible normalement pour vendredi sur notre site web. Et vous allez également, donc pour toutes les personnes inscrites qui sont présentes ce soir, mais même celles qui n'ont peut-être pas su venir, recevront en mail avec l'enregistrement et le lien pour pouvoir visionner le webinaire. Antoine, je vois que nous avons une question de Logan. Je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Visiblement, non, je ne la trouve pas. Ah, ok. Je vais te la dire alors. Donc, Logan nous demande, concernant les expériences professionnelles dont nous parlions précédemment, j'imagine qu'il y a la question de la pertinence selon le job pour lequel on postule, ainsi que les compétences, qu'elles soient transversales d'un métier à l'autre. Logan imagine qu'il est peu pertinent d'indiquer une expérience de boucher si ça n'apporte pas de valeur indicative sur la manière de travailler si un candidat postule pour un job de responsable RH. Ici, c'est une bonne question. Je pense que la meilleure personne pour y répondre serait quand même Charlotte, parce que ici, c'est quand même propre aux compétences ici figurant. Ce que je pourrais retirer, en tout cas de ma part, c'est que, en effet, non, ce ne serait pas forcément relevant pour un poste HR. Encore une fois, ça dépend lequel type de poste il s'agit. Maintenant, nous disons toujours de mettre en avant les compétences qui sont demandées en lien avec le descriptif de poste qui nous est transféré ici pour chaque position. Donc, toujours mettre en avant ces compétences qui sont demandées pour le poste en question sur lequel vous voulez postuler. Donc, je ne sais pas si ça répond au mieux, si mes collègues peuvent peut-être aider à ce niveau-là. Je vois donc, Logan, donc c'est une question en effet intéressante. Certaines compétences peuvent être transposées, mais non, tout va dépendre évidemment de quel rôle la personne brigue. Si c'est un rôle où la compétence technique est vraiment très très importante et a vraiment un niveau de maîtrise d'expert,
sauf si qu'il s'agit dans un cas-ci d'un boucher qui a été avant ça HR responsable, ça risque d'être compliqué. Mais non, si c'est quelqu'un qui a le bon mindset, qui par exemple souhaite travailler à Bruxelles, est très bon bilingue français-néerlandais, et changer son trajet et par exemple brigue une fonction de junior recruteur ou de payroller, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Je crois que ce qui est très très important, c'est vraiment tout ce qui est curiosité, capable d'apprendre et vraiment avoir le mindset de se dire ok, si je vais faire une réorientation, je vais devoir bien évidemment apprendre énormément de choses nouvelles et avoir cette envie et se rendre compte que voilà, il faut qu'on démarre avec les compétences qu'on a, donc tout ce qui est soft skills dont parlait Charlotte, et après tout ce qui est technicité, ça c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps et pas du jour au lendemain juste avec la volonté, mais avec la volonté par après on peut acquérir les compétences techniques qui nous donneront accès à des nouveaux métiers. Oui. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci Aude. Je vois une question également de Mélina qui nous demande, doit-on comprendre que vous engagez des consultants chez Jefferson Wells? Oui, en effet, hein, Mélina. Donc, nous engageons bien sûr des consultants, comme je le disais, donc chez Jefferson Wells, des consultants qui travaillent avec Jefferson Wells sous contrat CDI. Donc voilà, que nous plaçons sur différentes missions chez les clients. Donc, j'en ai parlé sur tout un slide un peu avant, donc ce sera aussi repris durant si vous voulez regarder du coup sur notre website. Toutes les informations seront là également au niveau des projets et ce que nous offrons au niveau de la consultance. Merci Antoine. Lucie qui nous demande si nous travaillons aussi avec le subcontracting. Je vais me permettre de donner cette réponse-là. Alors, on travaille parfois avec des indépendants, mais nous essayons d'éviter le subcontracting qui est plutôt lié à des travaux avec des concurrents. Nous, on préfère rester soit en contact direct avec les candidats qui viennent sur notre payroll ou alors travailler en direct avec les indépendants. Et alors, je reviendrai à Antoine, Charlotte ou autre pour répondre à la deuxième question de Logan qui nous demandait quelles sont les compétences et quels sont les profils que nous recherchons, nous, au sein de Jefferson Wells. Et Chiara, je n'oublie pas, je viens de me rendre compte que j'ai skippé la question, mais répondons d'abord à la deuxième question de Logan et on reviendra à ta question, Chiara. Mathieu, donc la deuxième question de Logan. Ah oui, je vois ici. Quelles sont les compétences et quels sont les profils Alors, avant même peut-être. Oui. Peut-être avant même, excusez-moi, de répondre à la question de Logan, je voulais juste préciser aussi à Mélina que je vais peut-être pas souligner assez bien, mais nous travaillons également avec des freelances. Donc du coup, ici, nous travaillons actuellement rien qu'au niveau de notre business unit avec 25 consultants, aussi bien en freelance que sous notre payroll. Ici, donc bien distinguer les deux où le freelance est justement indépendant à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Tu peux y aller, Aude. Merci Antoine. Donc, quelles sont les compétences et les profils que nous recherchons au sein de Jefferson Wells? Donc, comme nous l'avons dit, nous travaillons avec 3 solutions, Logan, et donc évidemment, en fonction des 3 solutions, les profils et les compétences peuvent varier. Pour peut-être synthétiser la réponse, je dirais que nous recherchons par rapport aux soft skills des personnes curieuses, travailleuses, ouvertes à du feedback et donc ouvertes aux remarques constructives et prêtes à travailler en équipe et qui sont capables de s'auto-motiver. Donc, ça reprend un petit peu les soft skills dont parlait Charlotte tout à l'heure. Ça, c'est très important. Et à côté de cela, nous avons réellement besoin de personnes aussi très, très bonnes communicatrices et donc dans 2 des 3 langues nationales, notamment le français et le néerlandais. Ça fait des années qu'on en parle, à la télé, etc., que les langues sont réellement très, très importantes. Donc ça, réellement, gardez ça vraiment près de vous. Si vous maîtrisez une langue en plus, ça vaut presque un diplôme universitaire.
vraiment un bon niveau. Donc, si vous souhaitez travailler dans les ressources humaines à Bruxelles, ça passe par la maîtrise du français et du néerlandais, tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, ça, c'est vraiment pour les compétences. Pour les juniors, ça peut suffire. Donc, vraiment quelqu'un qui est volontaire, dynamique, qui se donne les moyens, qui est curieux et qui parle très bien le français et le néerlandais. Titulaire dans bachelier, même dans bachelier en histoire par exemple, en philo, ou même juste secondaire, peut très bien ambitionner de débuter sa carrière dans les ressources humaines, notamment peut-être comme intérimaire d'abord, et après avec une possibilité de fixe. Tout ce qui est freelance et contractant, là, ce sont des rôles plus d'experts déjà. Et donc là, ce sont des personnes déjà plus chevronnées. Et pareil pour les CDI, ce sont déjà des personnes qui, de par leur parcours académique et notamment par leur mémoire, sont quelque part déjà un petit peu experts dans ce domaine-là. Mais donc le plus important, c'est réellement la volonté, l'attitude et la maîtrise des langues. Je dirais, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Logan. Merci Aude. Nous avions la question de Chiara, pardon, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui demandait si nous avons des conseils au niveau de la lettre de motivation. Je vois que tu apparais, Charlotte. Est-ce que oui. ça... voilà. Je vais répondre à la question de Chiara. Écoute, je pense que par rapport à l'aide de motivation, c'est un peu comme le CV, comme je disais dans un des slides que j'ai présenté. Je pense que c'est utile de l'adapter à la fonction pour laquelle vous postulez. D'adapter vraiment au mieux en fonction des compétences qui sont recherchées. Donc de bien utiliser du coup les mots-clés dont j'ai parlé, qui ressortent donc autant les techniques que ceux liés à vos soft skills. De bien mettre ça en avant dans la lettre de motivation pour que le recruteur ou l'employeur voit directement ceci et bien sûr de faire aussi des parallèles entre la description de fonction et ce que vous avez fait dans votre carrière pour que ce soit ça ressorte et que directement on puisse voir que vous répondez bien aux compétences requises du poste en question. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de faire ces parallèles là pour la lettre de motivation. J'espère que ça répond à la question. Merci Charlotte. Je vois qu'il y a une question qui nous est posée par Adrien qui m'avait échappé. Je ne sais pas lequel de vous trois a envie de m'aider sur ce coup-là. Donc Adrien nous demande s'il est possible de switcher librement entre le hard et le soft HR. Excusez-moi. Switcher librement entre hard et soft HR. Je pense que, comme pour tout, c'est une question de prendre des risques calculés, je dirais. Donc, évidemment, une personne peut changer de soft HR à hard HR, mais pour cela, je pense que comme pour toute chose, quand on prend des actions et qu'on veut réellement obtenir quelque chose, il faut s'en donner les moyens et donc bien se préparer. On dit souvent qu'il est plus facile de passer de hard HR vers soft HR, car le soft HR, c'est plus lié à tout ce qui est psychologie, et donc normalement, avec l'âge, on devient peut-être plus sage, on a peut-être une meilleure vue d'ensemble, on est plus nuancé, mais je pense que quoi qu'il en soit, si on veut changer, il faut s'en donner les moyens et pour cela, suivre des formations. On ne peut pas s'inventer comme ça, pérolore. C'est pas juste une question de faire une règle de 3. Il faut également vraiment s'en rendre compte du coup de tout le travail qu'il y a derrière et que donc il y a vraiment les bons et les mauvais côtés qu'on peut avoir dans les différents métiers. Donc si on veut changer, même si on reste dans les ressources humaines, il faut suivre, selon moi, des formations et pour cela peut-être également converser avec des personnes qui exercent ce métier vers lequel on souhaite tendre pour être sûr qu'on en ait une bonne idée, une bonne image dans la réalité au quotidien. Donc voilà, pourquoi se préparer pour ne juste pas arriver quelque part sur une fonction où on n'a peut-être pas encore toutes les compétences et tous les réflexes. Surtout maintenant avec le Covid et le télétravail, l'onboarding est beaucoup plus difficile. Donc lorsqu'on commence quelque part de nouveau dans une nouvelle fonction, on est plus livré à nous-mêmes. Donc tout le travail qu'on fait en amont va vous servir. Ce n'est jamais perdu. Donc même voilà. Donc j'ai vraiment envie de dire, renseignez-vous
apprenez au contact de vos collègues, posez des questions, préparez-vous. Et comme ça, vous avez moins de mauvaises surprises. Mais donc oui, on peut évidemment se changer, faire le switch, comme vous dites, Adrien, prendre des risques. C'est vraiment une question de travail, hein, je pense, au final, de se donner les moyens de réussir et d'être lucide de ce qui est nécessaire pour réellement pouvoir exercer qualitativement le métier qu'on ambitionne. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Aude, on le verra dans le chat. Nous avons Louise qui demande si nous avons une idée de formation à suivre pour des fonctions de payroll. Est-ce que l'un d'entre nous a des réponses à aborder sur le sujet? Ici, nous avons, comme j'ai pu l'indiquer, nous avons partenariat avec beaucoup de centres de formation qui proposent justement, comme j'ai pu voir, c'est marrant, des formations justement en payroll. Maintenant, les formations, je sais que chez Sephora, ils proposent par exemple des formations en payroll. Maintenant, vous dire quelles sont typiquement les formations qui sont disponibles, ça, je ne saurais pas vous y répondre, mais je pourrais éventuellement faire cette recherche et vous répondre directement ou par un peu plus tard, Louis, si cela vous convient. Mais je ne saurais pas directement vous répondre lesquels types vraiment de formations seraient. Peut-être mes collègues savent m'aider à ce niveau-là. Non, moi-même, je n'ai pas d'idée claire par rapport à ça. Mais on va se renseigner, Louise, et n'hésitez pas à nous le rappeler en faisant une réponse à notre mail qu'on enverra vendredi avec le lien. On se fera un plaisir de regarder ça plus en détail avec vous. On peut se renseigner auprès de nos collègues de l'équipe HR payrolling que nous avons en interne au sein de Manpower Group. Nous avons ensuite Christiane qui nous demande pour quel profil est la consultance et qui rémunère en intermission. Alors, en intermission, ça, je peux déjà répondre. En fait, ça reste un CDI au sein de Jefferson Wells. Donc, ça reste un contrat et un salaire classique. C'est juste au niveau des activités qu'on met beaucoup de l'accent pour trouver une nouvelle mission. Pour les types de profils, Antoine, au niveau de la consultance, quel type de profil recherchons-nous aujourd'hui en RH? Alors, bonne question ici. En RH et actuellement, je pense que je peux répondre aussi également à la question de Mélina, qui disait en ce moment quelles sont les demandes que nous avons en consultance, hein, les profils que nous recrutons, les clients, ce qu'ils recherchent actuellement comme profil. Je pourrais vous dire directement que ça varie énormément en fait. Donc je reçois des demandes, par exemple pour des recruteurs, pour des postes des missions de recruteurs ici sur des profils entre assez relativement junior to médior, donc je dirais entre 3 à 5 ans d'expérience en tant que recruteur. Donc je conseillerais quand même minimum bilingue, français, néerlandais. Cela donc augmente votre chance de rentrer en consultance chez nos clients. Mais j'ai également des demandes plus spécifiques, comme j'ai pu avoir des demandes sur tout ce qui est Company Band Manager, mais aussi des RH. Donc voilà, ce sont très spécifiques, relativement des demandes pour l'instant, on va dire, sur le marché. Les demandes qui tombent sont vraiment entre des profils médiors. C'est le marché demande énormément de ce genre d'expérience, en termes d'expérience, d'années d'expérience. Maintenant, j'ai eu pas mal de demandes de recruteurs justement pour des missions, pour des projets. Merci Antoine. Et du coup, est-ce que recruteur, pour faire le lien avec la question d'Ibrahima qui demande quel rôle clé pour avoir un consultant RH, donc recruteur en fait partie? Oui, le recruteur justement en fait partie. En tout cas, c'est ce que je peux affirmer en ces temps. Actuellement, ce sont des demandes qui tombent beaucoup sur de nos clients, donc des demandes de nos clients dans divers secteurs. Maintenant, le rôle clé, c'est encore un peu ça va vraiment dépendre encore une fois, oui, du moment et de ce que le client recherche. On va dire que nous avons actuellement des ambassadeurs qui sont des consultants, enfin qui sont un ambassadeur, une ambassadrice, excusez-moi, une consultante chez nous qui est recruteuse et qui a fait plusieurs missions de recrutement sans vraiment connaître des périodes d'intermission, enfin beaucoup de périodes d'intermission, on va dire. Donc nous avons également plusieurs freelances recruteurs qui travaillent chez nos clients et donc sur des périodes relativement longues. Donc ça c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Maintenant nous arrive d'avoir des one shot sur des postes plus experts, mais encore une fois, il s'agit d'un budget différent aussi qui est alloué vis-à-vis du client. Donc et donc il faut savoir que le marché actuellement, donc voilà, avec la crise actuelle, n'est pas forcément très bien au niveau économique. Donc du coup
on a beaucoup de réduction de budget à ce niveau-là. Et donc, du coup, ça peut affecter, bien sûr, l'utilisation de la consultance au sein même de chez nos clients, qui reste quand même une solution relativement chère. Merci Antoine. Question plus large. Quel type de diplôme faut-il pour être consultant en RH chez Jefferson Wells? Alors, le type de diplôme, et peut-être mes collègues pourront m'aider à ce niveau-là, hein, mais je dirais que le type de diplôme, encore une fois, récemment, j'avais des demandes pour minimum un bachelier, j'imagine, en ressources humaines, principalement. Donc, je dirais, pour être consultant, je pense que c'est toujours mieux d'avoir du coup ce master en ressources humaines. Mais c'est pas forcément ressources humaines, ça peut être également communication ou psychologie. Maintenant, je peux poser la question à mes collègues aussi également, qui travaillent plus sur des postes aussi permanents, mais donc du coup, ça revient un peu au même au niveau des diplômes. Peut-être Aude ou Charlotte peuvent m'aider à ce niveau-là. Tu veux y aller, Charlotte? Comme tu veux. Moi, je voulais juste dire que on avait régulièrement aussi, par exemple, des stagiaires chez nous. On en a une en ce moment d'ailleurs, qui sont étudiants en psychologie. Donc voilà, donc ça peut vraiment être assez varié. Ça ne doit pas spécialement être spécifiquement un diplôme en ressources humaines, je pense. Donc on peut voir ça de manière plus large. Je sais pas, Aude, si tu peux compléter ou si tu veux compléter. Oui, donc pour travailler en ressources humaines, le diplôme justement de bachelier de master en ressources humaines n'existe que depuis quelques années. Moi-même, quand moi j'étais à l'UNIF, ça n'existait pas. Donc, je pense que c'est réellement plutôt des bacheliers ou des masters à orientation sciences humaines. Donc, ça peut être des gens qui ont étudié le marketing, des gens qui ont étudié la psychologie. Comme a dit Charlotte, ça peut être des gens qui étudient la communication, l'histoire aussi, la philo, l'anthropologie, voilà, tout ce qui nous donne l'opportunité lors de notre cursus académique de lire, de se renseigner, d'être curieux, d'apprendre et d'apprendre sur nous et sur les gens, puisque nous travaillons avec des gens. Donc ça, c'est vraiment pour les ressources humaines. Nous avons au sein de notre équipe des gens qui ont étudié de tout. Donc, Charlotte a étudié le marketing, hein, si ma mémoire me sert. Moi, j'étudie la communication. Nous avons des gens dans notre équipe qui n'ont pas, qui ont fait le choix de ne pas faire des études supérieures après leur diplôme de secondaire et qui travaillent vraiment très très bien. Donc c'est aussi, je pense, des qualités humaines qu'on arrive à développer tout au long de sa carrière. Donc voilà, je dirais que pour les ressources humaines, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, d'apprendre vite, être à l'écoute et de parler les langues qui sont importantes dans le pays dans lequel on souhaite exercer ce rôle de recruteur. Après, si on veut faire tout ce qui est plutôt du hard, là, je dirais qu'il y a quand même des diplômes qui s'y prêtent plus. Donc, davantage, ça serait le droit. Et alors, également, peut-être, pourquoi pas, en bachelier en comptabilité. On en a beaucoup aussi, des gens qui sont comptables de formation et qui par après travaillent dans les ressources humaines en tant que payroller et notamment dans les plus petites structures, les ASBL, les PME, car souvent là, il n'y a pas de HR, c'est le comptable qui se charge de faire le payroll et de faire l'aspect hard HR. Donc voilà, et pourquoi? Car le hard HR, c'est du nouveau énormément de calcul. Donc quelqu'un qui n'aime pas du tout calculer, le hard HR, c'est peut-être moins idéal. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Inès, et merci Charlotte. Merci pour votre aide, mesdames. Alors, nous avons Amanda qui nous pose la prochaine question. Nous arrivons tout doucement à la fin. Nous avons encore 3 questions à couvrir avec Mohamed. J'ai demandé dans le chat une clarification pour être sûr qu'on puisse répondre efficacement. En attendant de la clarification, j'aimerais qu'on aborde la question d'Amanda qui nous dit, venant d'un autre pays, le néerlandais n'est pas un acquis. Une formation est prévue pour cela, mais est-ce que vous en prévoyez également dans vos formations? Et le fait de ne pas avoir cette deuxième langue comme acquis peut-elle être un frein pour une carrière chez Jefferson Wells? Qui veut m'aider avec cette question? Aude, Antoine ou Charlotte? Je veux bien. On avait personne et maintenant on en a 3, merci. Qui veut commencer?
Donc, tu peux y aller, Je pense que, Antoine, tu veux bien t'aborder par rapport à l'aspect consultance contracting? Encore une fois, c'est relativement difficile de se placer, de se positionner à ce niveau-là. Je sais juste que je peux le dire que les clients avec lesquels on travaille et la plupart des demandes que je reçois sont pour des candidats, avec les compétences au niveau français et néerlandais, donc qui sont acquises. Il m'arrive d'avoir des demandes, mais c'est vraiment plus rare. Hein, donc comme ça reste pas une surprise. Et moi, je mettrai vraiment l'accent sur votre développement de cette langue si vous souhaitez du coup vous lancer dans la consultance ici. Parce qu'il faut savoir que ce qui rime avec consultance, et je parle ici de la consultance, rime aussi avec une flexibilité et différentes missions que vous allez faire. Et vous êtes plus attractif vis-à-vis d'un client si vous parlez plusieurs langues. Donc, c'est clair que vous pouvez commencer chez un client en parlant peut-être français ou anglais, mais il vous sera clairement demandé de vous développer au niveau de cette langue, surtout si vous passez dans la consultance, parce que vous travaillez sur différentes missions chez différents clients qui peuvent avoir différentes demandes, et ça augmentera votre possibilité de trouver des missions chez d'autres clients, parce que voilà, ce sont des courtes durées. Donc ça, je peux répondre au niveau de la consultance. Merci Antoine. Charlotte? Je compléterai ce qu'Antoine dit. Voilà, après le néerlandais, il n'y a pas que le néerlandais, l'anglais aussi est important en Belgique. Donc, si vous ne parlez pas le néerlandais, on peut aussi faire valoir votre connaissance de l'anglais dans plein de demandes, je pense. Voilà. Et puis après, il y a aussi votre motivation à l'apprendre, comme disait Antoine. C'est des choses à mettre en avant quand vous postulez. Donc, même si vous le pratiquez pas ou moins bien en tout cas que d'autres langues, voilà, il y a toujours l'aspect motivation est très important aussi. Donc voilà, je ne pense pas que ce ne soit pas en tout cas un frein, que ça ne vous empêche pas de postuler en tout cas une annonce si vous n'avez pas la maîtrise du néerlandais. Merci pour cette réponse collégiale. Alors, Mohamed a donné un complément d'information, nous demandait concernant la rémunération, est-ce qu'il s'agit d'une rémunération forfaitaire mensuelle ou d'un taux journalier moyen? Alors, il pose la question sur les deux, je vais me permettre d'y répondre. Donc, en statut CDI, c'est un salaire classique. Donc, on reçoit le salaire brut tous les mois avec l'ONSS, les différentes taxes que nous avons en Belgique. Dans le cadre du travail avec un freelance, bien là, c'est la plupart du temps une rémunération, donc un taux journalier moyen, donc en fonction des jours prestés, il y a un taux qui est facturé par le freelance auprès de Jefferson Wells, et ce taux est négocié au début de la mission en fonction de la durée de la mission. Donc, comme ça, on a répondu. Et alors, une dernière question peut-être pour toi, Aude, puisque tu parlais justement des diplômes, et on a Laetitia pour la dernière question qui demande est-ce qu'avec un master en sciences du travail, je pourrais postuler dans un job en ressources humaines? Évidemment, oui. Ce sont des très bons diplômes pour postuler en ressources humaines. Après, encore une fois, vu que les ressources humaines et notamment plutôt le payroll est lié au droit, tout dépend de où vous l'avez obtenu, votre diplôme, pour que la législation soit plus ou moins la même. Mais évidemment, c'est un diplôme qui est valorisé par nos clients et également par nous-mêmes. Je dirais que au-delà de ça, le mémoire que vous avez rendu peut également être une plus-value par rapport au poste auquel vous souhaitez postuler. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mathieu, je vois qu'il y a encore une question d'Eric. Je ne sais pas si tu l'avais vue. Je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'on a répondu. Ah oui, pardon, en effet, je vois, tu as raison. Eric, d'accord. Eric, il demandait. Donc, la question, c'était. Vas-y, je t'en prie, pardon. C'était de savoir si c'était mieux, enfin, si on conseillait d'avoir des expériences très diversifiées au sein du secteur ou bien de se spécialiser, donc plutôt toucher à tout en ressources humaines ou se spécialiser en soft ou en hard. Alors, c'est une très, très bonne question. Je pense que la réponse se trouve au sein de chacun. Je pense que certaines personnes auront sans doute la flexibilité mentale et l'envie tout au long de leur carrière de se mettre à la page et d'apprendre et auront donc peut-être plus facilement cette vue d'ensemble pour pouvoir toucher à tout et devenir bon, voire très bon dans beaucoup
de choses différentes, mais je conseillerais, en tout cas si on débute, c'est de choisir une voie qui nous correspond bien, qui est un petit peu notre zone de confort pour commencer, de faire ses griffes. Et puis après, une fois qu'on maîtrise peut-être la fonction de recruteur, de peut-être se dire, OK, mais non, j'aimerais bien peut-être toucher un petit peu plus à tout ce qui est learning and development, ou bien un petit peu plus de payroll, ou bien tout ce qui est les avantages extra-légaux, donc tout ce qui est benefits, pour pouvoir, accroître sa connaissance et non pas se perdre et se dissiper partout. Car c'est vraiment une matière très complexe qui change, qui évolue, et que pour grandir dans les fonctions, également pour rebondir par rapport à la maîtrise des différentes langues, au plus on souhaite grandir en responsabilité en ressources humaines et endosser des rôles de management à Bruxelles, ça passera par les langues. Je ne connais actuellement pas de manager en ressources humaines, notamment chez nous au sein du groupe Manpower. Nos HR, business partners, nos directeurs sont tous trilingues et très, très bons trilingues. Donc, voilà. Donc, ça, c'est réellement très, très important. Il faudra glaner suffisamment d'expérience et de compétences pour pouvoir grandir dans les différents rôles et réaliser les ambitions qu'on se met. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vois en tout cas qu'on a fait le tour. Donc, je pense qu'on peut arrêter ici. Merci à tous pour votre temps, vos questions, votre intérêt dans ce webinaire. Merci bien évidemment Aude, Charlotte et Antoine pour votre participation, d'avoir partagé vos connaissances. Donc, attendez voir ce soir d'ici vendredi dans votre boîte mail le lien vers la vidéo de ce webinaire. Vous pourrez le revoir, éventuellement le partager avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Merci encore à tous et bonne soirée.